Donc, du coup, au menu ce midi, voilà, je vais très rapidement me présenter, aussi expliquer pourquoi l'approche naturopathique est intéressante pour cette thématique. Après, on fera un petit rappel anatomique quand même, pour qu'on se remette tous bien en tête comment fonctionne le système reproducteur féminin. Et puis, donc, comme je vous disais, j'ai dû faire des choix et j'ai choisi de traiter en premier lieu le syndrome prémenstruel avec toutes ses réjouissances, ainsi que la périménopause et la ménopause, pareil, avec toutes ses réjouissances, donc en expliquant ce qui se passe dans le corps, en donnant des conseils alimentaires et d'hygiène de vie adaptés, et puis en vous expliquant comment les plantes peuvent aussi nous aider pour ces deux problématiques. Donc, c'est parti. Alors oui, j'ai juste oublié de vous dire aussi, si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre dans la mesure du possible et du timing à la fin de ce webinaire. Donc, notez-les bien, soit mentalement, et puis vous les posez à la fin du webinaire, soit vous pouvez d'ores et déjà les envoyer sur le chat. Je regarde en haut parce que c'est en haut mon chat. Donc, n'hésitez pas, mais par contre, essayez de ne pas les poser vos questions pendant la présentation, puisque souvent, je me suis déjà rendu compte qu'en fait, les questions qui sont posées, j'y réponds quelques slides plus loin. Voilà. Mais, par contre, bien entendu, Françoise et moi serons à votre disposition à l'issue de ce webinaire. Voilà, donc très rapidement, je m'appelle Anne-Lise Collet, donc j'ai 46 ans, je suis de formation de base ingénieur et j'ai travaillé en fait dans le milieu, dans l'industrie, puis dans le milieu de l'environnement. Donc en fait, moi je me suis formée à la naturopathie, c'était pas du tout pour en faire un métier, mais c'était vraiment pour assouvir ma propre curiosité. Puis j'avais pas mal de choses que je ne faisais pas correctement, notamment en lien avec ma pratique sportive. Et du coup, j'avais vraiment envie de me former pour comprendre et mettre en œuvre des changements à la fois dans mon alimentation et mon hygiène de vie. Et pendant cette formation, en fait, ça a été une révélation pour moi. Je me suis dit, mais voilà, c'est exactement ça que je veux faire. Et du coup, c'est comme ça que je me suis installée en tant que naturopathe. Donc, ça fait 4 ans pratiquement que je pratique le conseil en naturopathie. Donc, moi, je fais beaucoup de conseils en nutrition, micronutrition et hygiène de vie. J'aime beaucoup travailler avec les plantes et les huiles essentielles. Et puis, donc, vous voyez, mes spécialités, en fait, elles sont assez vastes, mais c'est vrai que je travaille beaucoup avec tout ce qui est perte de poids, activité physique, stress, sommeil, problèmes de digestion, toutes ces choses-là. Et bien entendu, aussi tout ce qui est troubles hormonaux. Donc, vous voyez mes différentes activités. Donc, je fais de la consultation, mais pas que. J'organise aussi des séjours avec mon mari qui est accompagnateur en montagne. On fait des séjours qui mêlent à la fois la randonnée ou le trail et la naturopathie. Voilà, alors je ne vais pas m'étendre parce que vous allez voir que le programme est chargé par la suite. De toute façon, là aussi, je serai disponible pour vos questions à l'issue de la présentation si vous avez des questions sur mon activité. Alors, pourquoi l'approche naturopathique pour la gestion des troubles hormonaux? Alors, l'approche naturopathique, en fait, elle se base sur 3 piliers principaux. Donc, d'abord, on prend en compte l'individu dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte uniquement le symptôme. C'est déjà ça qui est très intéressant. Vous allez voir que l'hygiène de vie est hyper importante dans la gestion de ces troubles hormonaux. Deuxièmement, on travaille avec une notion de terrain. C'est un petit peu pour ceux qui connaissent comme l'homéopathie, qui est une branche de phytothérapie. On a un terrain, c'est-à-dire des prédispositions à développer certains types de troubles. Et là, en fait, c'est vraiment très important de connaître son terrain pour pouvoir aiguiller vers les plantes et la micronutrition qui seront les plus adaptées pour traiter les préoccupations du moment. Le troisième volet, c'est une visée préventive. Vous allez voir, je vais en parler pour chacun de ces troubles. Là, il est vraiment important d'adopter une hygiène de vie dans la mesure du possible et une alimentation les plus préventives possibles pour éviter que ces troubles ne surviennent. Donc ça, c'est vraiment le volet hyper intéressant de la naturopathie, on va dire dans tout ce qui est médecine complémentaire, que ce soit l'Ayurveda, la médecine traditionnelle chinoise. On est vraiment sur ce côté éducateur de santé pour prévenir. Alors, pour ça, on dispose de plusieurs leviers. Le premier, c'est l'alimentation. Donc, on va aller vers une alimentation saine et vivante. Alors, pourquoi? Parce que votre alimentation, si elle n'est pas, on va dire, préventive, elle va avoir un impact assez important sur votre foie. Et vous allez voir, vous allez comprendre après que le foie, il a un rôle vraiment primordial dans notre système hormonal d'une manière générale et donc plus particulièrement sur la génération des hormones sexuelles.
Le deuxième pilier de la naturopathie, c'est la gestion du stress et des émotions. Donc là, c'est pareil, la gestion du stress est vraiment primordiale pour une bonne sécrétion hormonale. Là, c'est pareil, je vais rentrer dans le détail par la suite. Et le troisième volet, c'est l'activité physique et la respiration. Alors, c'est sûr que si on est au top sur l'alimentation et la gestion du stress, si on ne fait pas d'activité physique, forcément, ça va moins bien fonctionner. Donc, il est important d'avoir vraiment ces trois piliers pour pouvoir avoir une bonne gestion du système hormonal. Un petit mot rapide sur ce que n'est pas la naturopathie. Là, on peut aborder, quand on parle de troubles hormonaux, de troubles particulièrement graves. Donc, ce qu'il faut simplement garder à l'esprit, c'est qu'on n'est pas sur une pratique de médecine, on ne prescrit pas de médicaments. Moi, c'est vrai que j'aime bien parler de clients, hein, ça fait un peu commercial, mais au moins, il n'y a pas de doute possible. Et donc, on ne parle pas de patients. Et puis, donc, on ne va pas du tout remplacer les traitements allopathiques qui sont en place, mais on va plutôt les compléter. Et donc, il ne s'agit pas de mettre de côté tous les traitements allopathiques qu'on peut avoir, surtout quand on est sur des pathologies lourdes. Et puis, donc, le naturopathe n'est pas là pour dresser un diagnostic, c'est bien le rôle du médecin. Voilà, une mise en garde très importante quand on parle notamment de pathologies plutôt lourdes. Voilà, alors là, donc on va rentrer vraiment dans le vif du sujet avec la présentation du système reproducteur féminin, quelques petits rappels anatomiques qui, je pense, ne feront de mal à personne. Hein. C'est des choses qui, en tout cas pour ce qui me concerne, étaient particulièrement lointaines, et donc de me replonger là-dedans, ça ne m'a pas fait de mal. Donc, tout en restant relativement simple, hein, donc, ce qui est important de se rappeler, c'est que le système génital féminin est constitué d'ovaires. On va rentrer dans le détail de chacun de ces rôles, de trompes, de l'utérus, qui est un organe creux, mais qui contient une muqueuse, très important, un muscle. Et en fait, le fonctionnement de l'utérus est vraiment soumis à l'influence hormonale. Ça va là aussi avoir son importance. Et puis, donc, en fait, ensuite, entre le vagin et l'utérus, on a donc le col de l'utérus. Voilà. Donc, voilà, un message, un tableau très macro du système génital. Ensuite, quand on rentre un petit peu plus dans les organes, donc on a les ovaires, comme je vous disais, qui ont deux rôles. Donc, on a un rôle exocrine, c'est-à-dire que les ovaires produisent des ovocytes, hein, donc les petits œufs, qui, in fine, auront pour rôle d'être fécondés et donc de pouvoir aboutir à un embryon. Et puis, les ovaires ont aussi un rôle endocrine qui, là, est une sécrétion des hormones avec les œstrogènes, progestérone et androgènes. Et là aussi, c'est pour simplifier, il n'y a pas que ces trois-là, et puis il y a des sous-familles, mais voilà, on n'est pas dans un cours d'anatomie et de physiologie non plus, mais c'est pour simplement avoir un peu les grands ordres d'idées. Donc vous voyez que dans l'ovaire, on a la formation de petits follicules, qui, arrivant à maturation, deviennent des ovocytes qui, in fine, vont terminer en corps jaune s'ils ne sont pas expulsés. Voilà. Donc, chaque ovaire produit quand même, au cours de la vie, entre 300 000 et 400 000 ovocytes. Donc, ces fameux ovocytes qui sont des cellules sexuelles. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, vous voyez l'évolution dont je vous ai parlé juste à l'instant, donc avec l'évolution follicule primordial, primaire, secondaire, mature, puis aboutit à l'ovulation, et enfin la production du corps jaune. Alors, un petit mot sur les ovaires polykystiques, simplement pour vous expliquer ce qui se passe dans un ovaire polykystique, c'est simplement qu'il n'y a pas ovulation, et donc on a des follicules qui restent immatures, et donc avec une prolifération de follicules immatures. C'est ça un ovaire polykystique. Je ne traiterai pas le syndrome des ovaires polykystiques, hein, il fallait faire des choix, mais c'est évidemment quelque chose qu'on peut aussi traiter par la naturopathie. Donc le follicule est constitué d'ovocytes et de cellules folliculeuses, donc qui ont des fonctions à la fois d'alimentation, mais aussi de sécrétion des œstrogènes. Hein. C'est par ici que les œstrogènes sont sécrétés. Et chaque mois, donc, on a des maturations plus ou moins complètes de ces follicules. Voilà. Et donc, dernier point par rapport à ces follicules, c'est que le stock, en fait, il est fini.
Il commence à la vie sexuelle mature de la femme et il diminue petit à petit jusqu'à être complètement épuisé quand on arrive à la ménopause avérée. Alors, système hormonal, comment ça fonctionne? Donc là, je vous ai mis un schéma bien complexe avec donc finalement les phases du cycle. En premier lieu, on va dire pour une personne qui a un cycle théorique de 28 jours, les 14 premiers jours qui sont la phase folliculaire, donc avec le développement et la maturation des follicules, le 14e jour qui déclenche l'ovulation, et donc du 14e au 28 jours, la phase lutéale, qui, elle, va être la phase finalement sécrétoire. Vous voyez tout en bas, au niveau de l'utérus, que c'est là que la muqueuse va se gonfler de manière à pouvoir accueillir une nidation s'il y a effectivement fécondation. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail, notamment du rôle des différentes hormones. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce schéma. C'est simplement pour que vous compreniez que tout commence dans le cerveau au niveau de la sécrétion hormonale. Tout commence dans l'axe hypothalamus-hypophyse avec la sécrétion d'une hormone qui s'appelle la GnRH, donc en gros qui permet de libérer, de donner un ordre à l'hypophyse de sécréter deux hormones qui sont LH et FSH qui, elles, vont avoir une action sur les ovaires. Les ovaires, vous vous souvenez, c'est elles qui sécrètent les hormones sexuelles, œstrogènes, progestérone, androgène, qui vont avoir une action sur l'ovulation et la maturation de l'utérus. Là aussi, je vais rentrer dans le détail. Ces fameuses hormones LH, FSH, œstrogène et progestérone. Alors, la LH, c'est l'hormone lutéinisante, c'est-à-dire que c'est celle qui va permettre de former le corps jaune dans la phase lutéale et de fabriquer de la progestérone. Il faut savoir que quand on fait des prises de sang dans le cycle hormonal, quand on voit un pic de LH, il faut s'attendre à une ovulation sous 36 heures. Ce sera pareil pour la FSH. Vous voyez bien, sur les graphiques, on voit un pic de LH et de FSH à peu près au moment de l'ovulation. La FSH, c'est l'hormone qui permet de stimuler la production des follicules. Donc, elle va se développer, enfin, elle va être active et essentielle principalement en première phase de cycle. Et donc, ce fameux pic de FSH qui permet l'ovulation sous 36 heures maximum. Les œstrogènes, ensuite, sont fabriqués surtout par les ovaires. Alors, il y a une petite quantité d'œstrogènes qui est fabriquée par les surrénales, mais c'est surtout par les ovaires pendant la phase plutôt folliculaire et donc pendant la première phase du cycle. Les œstrogènes servent à maturer en fait l'utérus pour une implantation, donc maturation de l'endomètre qui s'épaissit. La progestérone, quant à elle, est aussi fabriquée par les ovaires, plus une petite partie par les surrénales. Donc, la progestérone est plutôt fabriquée, comme vous le voyez sur les graphiques, en phase lutéale, c'est-à-dire en seconde moitié de cycle. Elle est fabriquée par le placenta en très forte quantité durant la grossesse. Donc, là, c'est un moyen notamment de tester la grossesse. Donc, il faut savoir que ces hormones, on les appelle des hormones stéroïdiennes, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de cholestérol, elles sont fabriquées à base de cholestérol, elles ont besoin de cholestérol pour être fabriquées. Ce qui veut dire que le cholestérol, au cas où vous en doutiez encore, est nécessaire à l'organisme et qu'on en a besoin. Et deuxième chose, c'est que pour bien fabriquer nos hormones sexuelles, il faut avoir un foie qui fonctionne correctement. Donc, on va en parler un petit peu plus tard, mais en tout cas, le foie a un rôle vraiment très important dans la maturation des hormones sexuelles. Donc là, ce schéma qui était un peu opaque et obscur, avec plein de courbes dans tous les sens. Alors, il y a toujours plein de courbes dans tous les sens, mais on le comprend un petit peu mieux avec les deux phases, donc la phase folliculaire, la phase lutéale. Vous vous souvenez des pics, donc la FSH, la LH, avec le pic qui génère l'ovulation. Et puis, donc, notre production d'œstrogène plutôt en première moitié de cycle, la progestérone plutôt en seconde moitié de cycle. Alors, je vous explique tout ça parce que vous allez voir qu'ensuite, les plantes qu'on va présenter, notamment, ont des rôles qui vont mimer, alors là aussi, c'est un petit raccourci, mais on va retenir ça, qui vont mimer l'action des œstrogènes et des progestérones. Et c'est en ce sens-là que c'est intéressant,
C'est-à-dire que si on a trop de progestérone, trop d'œstrogène ou au contraire pas assez, c'est ces plantes-là qui vont nous aider à combler ou à compenser les déficits de sécrétion. Mais donc, c'est bien important pour vous de retenir, en gros, à quoi servent les œstrogènes et en quelle partie de cycle, à quoi sert la progestérone et en quelle partie de cycle. Alors, on va justement rentrer dans le détail de ces hormones. Donc, les œstrogènes, ça sert à quoi? Alors, si on est juste au niveau du système génital, donc ils servent à stimuler la maturation et à déclencher le cycle menstruel. Au niveau de l'utérus, ça j'en ai déjà parlé, ça sert à stimuler la maturation et donc la préparation de la nidation. Au niveau du vagin, ça contribue au maintien de la lubrification et de l'épaisseur de la muqueuse vaginale. Alors, un petit point important, puisqu'on va parler de ménopause, les œstrogènes servent aussi à maintenir la masse et la densité osseuse. Donc, quand on n'a plus suffisamment d'œstrogènes, donc quand on est en ménopause, on peut développer un risque d'ostéoporose. Donc, j'y reviendrai. Qu'est-ce qui se passe quand on a un excès d'œstrogène? En fait, ça, c'est souvent un signe quand on a des crampes menstruelles, des irrégularités de cycle ou des problèmes au niveau mammaire, gonflement et forte sensibilité, souvent causés par des effets d'œstrogène. On peut aussi avoir une augmentation de la graisse corporelle. Alors, je vais passer un peu rapidement, comme ça vous voyez un peu tout. Qu'est-ce qui peut être important aussi? Donc, de la rétention d'eau, des problèmes de troubles de l'humeur ou des troubles du sommeil, ou des problèmes de fibrome ou d'endométriose. Vous allez voir qu'en fait, c'est un peu troublant parce que les excès d'œstrogène et la carence en œstrogène, des fois, les symptômes sont les mêmes. Donc, ce n'est pas forcément facile de savoir où on se situe, à moins de faire une prise de sang, un dosage hormonal. Voilà, mais voilà quelques symptômes des excès d'œstrogène, pas facile à dire. Alors maintenant, je vais passer aussi dans les causes des excès d'œstrogène. Alors, tout simplement, en puberté, voilà, on a beaucoup d'œstrogène, donc c'est pour ça que tous ces troubles qu'on a vus avant surviennent à la puberté. En cas de grossesse, pareil, on sécrète de manière massive des œstrogènes. En cas de pollution exogène, alors ça peut être en lien avec des choses qu'on consomme de manière plus ou moins consciente, donc des pesticides, des herbicides ou des hormones de croissance. On ne les voit pas forcément dans l'alimentation. Ce qui est sûr, c'est qu'on limite les risques quand on consomme des produits plutôt bio. Alors, la consommation excessive d'alcool, médicaments, ça, c'est en fait une source, comme la pollution exogène, de dérèglement du foie, qui du coup va perdre un peu la boule et pas forcément sécréter comme il devrait nos œstrogènes. On a aussi tout simplement des maladies métaboliques, des maladies cardiaques qui sont à l'origine de la sécrétion d'œstrogènes en excès, le stress, donc engorgement du foie, comme je vous indiquais, ou du système digestif d'une manière générale. Et la carence en œstrogène, elle est plutôt causée par, elle va plutôt être visible, voilà, je vais y arriver, par des irrégularités de cycle, par une infertilité, par de l'ostéoporose, comme je vous indiquais, des troubles de la mémoire, troubles de l'humeur. Donc là, vous vous souvenez, on a vu ça aussi dans les excès d'œstrogène, des problèmes de déprime, de dépression, de fatigue importante, de bouffées de chaleur, là, ça fait tilt, sensibilité mammaire, troubles du sommeil, insomnie, ça, on l'a déjà vu dans les extraits d'œstrogène, des problèmes de basse libido, de sécheresse des muqueuses et notamment sécheresse vaginale, de sensibilité accrue aux infections urinaires et de prise de poids. Donc, je crois qu'il y en a une dernière, oui, voilà, les problèmes de sécheresse de peau et de finesse de la peau. Donc là, on reconnaît quand même quelques symptômes que l'on développe en cours de ménopause ou en périménopause. Donc là, c'est un petit peu plus facile de s'y repérer quand on parle de la carence en œstrogène. Alors, quelles sont les causes? Excès de sport, un surpoids ou au contraire une maigreur, des imageries à répétition type radiothérapie, des traitements à répétition type radiothérapie ou chimiothérapie, des problèmes de kyste ovarien,
la ménopause, comme je vous l'indiquais, ou bien juste la veille des règles. Hein, vous avez reconnu certains symptômes qui ressemblent à des symptômes prémenstruels. Tout ce qui est régime, alimentation malsaine, les problèmes d'anorexie et de boulimie qui vont, alors, soit on rentre dans le surpoids ou la maigreur, soit qui vont rentrer dans la perturbation du foie. Des problèmes de maladies auto-immunes, de problèmes de thyroïde, des problèmes d'insuffisance rénale, des maladies congénitales. Oups, je passais un peu trop vite. Voilà, donc on a pas mal de causes de carence en œstrogène, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le syndrome prémenstruel et la ménopause. Donc la progestérone maintenant, à quoi elle sert? Donc elle sert, là on l'a vu, hein, notamment à l'anidation, à la survie de l'embryon. Elle va aussi servir à protéger contre des problèmes, des maladies hormonodépendantes. Elle permet de régulariser notamment les hormones thyroïdiennes. Elle permet de travailler sur la libido. Elle stimule tout ce qui est construction osseuse. Et alors, un point très important à retenir, notamment dans la périménopause, c'est un antidépresseur naturel. Elle est très calmante, hein, elle est ce qu'on appelle GABAergique, puisqu'elle stimule les récepteurs au GABA, qui est un neurotransmetteur très calmant, très apaisant. La progestérone a aussi un rôle anti-androgène, donc qui sera très intéressant pour les hyperandrogénies, notamment avec des problèmes de développement d'hyperpilosité ou de perte de cheveux. Donc, donner des plans de progestérone-like, c'est intéressant dans le cadre des hyperandrogénies. Alors, quand on a un excès de progestérone, qu'est-ce qui se passe? Des maux de tête, des migraines, des nausées, une irritabilité, une agressivité, de la somnolence, manque d'énergie, des problèmes de cycle court, hein, notamment en périménopause, où vous allez voir que les hormones font un peu n'importe quoi. Des problèmes de règles hémorragiques aussi, qu'on va pouvoir réguler en connaissance de cause. Des problèmes au niveau donc de douleurs de mammaires, hein, de seins qui sont très volumineux ou lourds. Pardon, chaque fois ça réagit trop vite. Des problèmes, donc au niveau carence progestérone, là, on sera plus, bien entendu, sur de l'irritabilité et de l'anxiété, hein, puisqu'on a moins cette action GABAergique. Des problèmes de gonflement au niveau des tissus, hein, donc c'est là qu'on va notamment avoir des problèmes de rétention d'eau ou vraiment de gonflement très important en pré-menstruation. Au niveau de la périménopause, la carence de progestérone entraîne un excès relatif d'œstrogène, donc avec toutes les joyeusetés que ça entraîne, on a déjà vu un petit peu plus tôt. Dans le syndrome prémenstruel, la carence en progestérone peut entraîner, si elle est vraiment très importante, des caillots en tout début de cycle, des migraines, des problèmes de douleur au niveau lombo-abdominal, pas forcément très, très agréable. Donc voilà, œstrogène, progestérone. On va dire un petit mot très rapide sur les androgènes. Les androgènes, ça sert à quoi? Ce sont des stimulants du caractère mâle qui sont présents en très faible quantité. Alors, vous voyez que là, cette charmante personne, je pense, a un petit peu forcé sur les androgènes. Donc, ça stimule le système pileux, la libido, le désir, tout ce qui est musculature et ossature. Donc, à petite quantité, c'est très intéressant pour la femme. Mais évidemment, il ne faut pas que ça prenne trop d'ampleur, hein. Les androgènes, très important à retenir là aussi, ce sont des précurseurs des œstrogènes. Elles sont peu modifiées à la ménopause et elles décroissent à partir de 30 ans. Alors, quand on a des excès d'androgènes, hein, si je vous parlais d'hyperandrogénie tout à l'heure, vous voyez l'hirsutisme, c'est-à-dire la pilosité excessive, une acné persistante chez la femme adulte, des problèmes d'aménorrhée, donc d'absence de règles. Les causes, alors on soupçonne le syndrome des ovaires polykystiques, mais rien n'est vraiment avéré par les études scientifiques ne sont pas toutes dans le même sens. Des problèmes de maladies congénitales, des problèmes de tumeurs, voilà. Donc il y a plusieurs causes d'excès d'androgènes chez la femme. Voilà. Donc désolée, je passe très vite, mais je vois qu'il est déjà 13 h et puis je voudrais vraiment rentrer maintenant dans le vif du sujet. Je pense que c'est ça qui vous intéresse particulièrement.
puisqu'on va rentrer maintenant donc, dans le syndrome prémenstruel et la péri- et la ménopause avérée. Alors, le syndrome prémenstruel, dans un premier temps, donc qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un ensemble de symptômes physiques, émotionnels et comportementaux qui vont accompagner la fluctuation hormonale. Donc, le syndrome prémenstruel, comme son nom l'indique, tous ces symptômes surviennent avant les règles, puis ils disparaissent ensuite pour le reste du cycle. Il faut savoir que 75% des femmes en souffrent et que c'est carrément invalidant pour 25% d'entre elles. Donc, c'est quand même énorme. Il y a des femmes qui, tous les mois, souffrent vraiment de manière très importante de symptômes divers et variés prémenstruels. Quelle est l'origine de ces symptômes? Donc, on en a déjà dit un petit mot tout à l'heure. Donc, je vous ai remis la courbe des oestrogènes et de la progestérone. Vous vous souvenez, en deuxième partie de cycle, on a une forte production de progestérone, une moins forte production d'œstrogène, mais la progestérone décroît et décroît relativement rapidement. Et c'est ce défaut de progestérone en deuxième partie de cycle qui peut causer une hyperoestrogénie, puisqu'en fait les deux fonctionnent vraiment en vase communicant et qui peut générer donc, ce syndrome prémenstruel. Alors, au niveau des symptômes, donc il est acquis qu'une personne va souffrir de symptômes prémenstruels si elle présente de manière régulière 3 symptômes parmi les suivants. Premier symptôme, les crampes abdominales. Ensuite, les douleurs dorsales ou lombaires. Ensuite, de la rétention d'eau avec une prise de poids d'au moins 1 kg, des gonflements des seins, de l'abdomen, des jambes. Les troubles du sommeil, troubles de l'humeur également, donc une profonde fatigue. Des maux de tête qui peuvent parfois dériver en migraine. Donc, troubles de l'humeur, j'en ai déjà parlé. Des compulsions alimentaires. Et éventuellement des poussées d'acné. Je pense qu'on a toutes connu les jolis boutons qui poussent avant d'avoir les règles. Voilà, donc si une personne présente au moins ces 3 symptômes de manière régulière, on peut parler de syndrome prémenstruel. Des facteurs prédisposants à développer des syndromes prémenstruels. Alors, pas de chance, terrain familial. C'est sûr que si la maman, les sœurs souffrent de syndrome prémenstruel, il y a quand même un fort risque que la personne en elle-même en souffre. Alors là, c'est des choses sur lesquelles on peut agir. Par contre, excès de viande rouge et sucre rapide. Pourquoi? Parce que ce sont des produits qui sont plutôt pro-inflammatoires et là, vous allez voir que l'un des moyens de prévenir le syndrome prémenstruel, c'est d'opter pour une alimentation plutôt anti-inflammatoire. Le tabagisme, les excès d'excitants et notamment d'alcool, qui en plus est un sucre rapide, et de café. Une activité physique qui n'est pas pratiquée ou qui n'est pas pratiquée de manière régulière. Un sommeil qui est insuffisant ou de mauvaise qualité. Une mauvaise gestion du stress au quotidien. Du surpoids. Excusez-moi. Vous voyez que l'ensemble de ces facteurs prédisposants, mis à part le terrain familial, normalement, on peut quand même à peu près agir dessus. D'où l'importance, je reviens au début, pourquoi l'approche naturopathique est intéressante. En fait, l'approche naturopathique, c'est vraiment tout ça. On est sur de la prévention, de l'hygiène de vie, de l'alimentation. Donc, on peut agir à son niveau pour prévenir l'apparition des symptômes. Alors évidemment, quand on est sur des SPM vraiment poussés, il faudra un petit coup de pouce des plantes, notamment, mais on peut vraiment essayer de diminuer au maximum l'apparition de ces troubles par la diminution de ces facteurs prédisposants. Du coup, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Alors, au niveau alimentaire et hygiène de vie, bien entendu, pratiquer une activité physique régulière et suffisamment intense. Alors, moi, j'aime bien conseiller au moins 30 minutes, je dirais même au moins 40 minutes. C'est là que ça commence à être vraiment intéressant au niveau métabolique. Et minimum 1 jour sur 2. Alors, on ne va pas dire minimum. Dans l'absolu, il faut garder à l'esprit, aller 3-4 fois par semaine, ce qui veut dire que, normalement, si on a 2 jours de pause dans la semaine, on peut déjà faire 2 fois dans la semaine.
plus encore 1 à 2 fois les jours de travail. Donc, déjà, garder ça quand même à l'esprit, d'essayer de s'inclure ça dans son emploi du temps. Alors là, c'est surtout pour les personnes qui souffrent de congestion, donc tout ce qui est gonflement. Éviter tout ce qui est activité en eau froide à l'approche des règles. Donc, si vous aimez bien vous nager, aller nager à la piscine, dans une piscine particulièrement froide, je vous conseille vraiment d'éviter ça à l'approche des règles. Tout ce qui est gestion du stress, à mettre en œuvre de manière quotidienne, surtout si vous sentez que vous avez une sensibilité. Alors là, des techniques, il y en a des tonnes, je vous en ai mis quelques-unes. Bien entendu, pratiquez celle qui vous convient le mieux, que vous arrivez à en mettre en œuvre de manière quotidienne, c'est ça l'idéal. Il ne s'agit pas de mettre tout ça en œuvre parce que sinon vous passez votre journée à gérer votre stress, bon, ce qui peut être une très bonne chose, mais ce qui est un peu incompatible avec une vie sociale et professionnelle. Ensuite, bien entendu, essayez d'éviter tout ce qui est toxique, le tabac, l'alcool. Alors l'alcool de manière limitée et raisonnable. Il ne s'agit pas non plus de supprimer complètement le côté festif, mais voilà, consommer de manière raisonnable. Le café, c'est pareil, 2-3 par jour, mais c'est vraiment un maximum. Et puis, toutes les autres consommations qu'on peut faire en excès. Il ne s'agit pas de tout supprimer, mais de supprimer les excès. Donc, les sucres sont à limiter le plus possible, on va dire, dans le cadre des troubles hormonaux, mais d'une manière générale, évidemment. On va forcer sur les acides gras polyinsaturés, les fameux oméga 3, qui ont une action anti-inflammatoire, donc qui auront un rôle vraiment très intéressant dans la suppression, dans la limitation de ces phénomènes. Pour limiter la congestion dans le petit bassin, on va éviter la constipation, donc on va essayer d'augmenter sa consommation de fibres, augmenter, j'ai inventé un nouveau mot, sa consommation de fibres. Voilà, donc toutes les actions qu'on peut mettre en œuvre. Au niveau de la complémentation, donc là, c'est si on a besoin quand même d'un gros coup de pouce, c'est-à-dire on a mis en place toutes les mesures de prophylaxie, donc préventives, et puis on se rend compte que ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus ? Donc, on peut prendre du magnésium. Alors, le magnésium, bon, j'enfonce des portes ouvertes là, hein, vous connaissez bien le magnésium. C'est vrai que globalement, on a 80% de la population française qui est carencée en magnésium. Donc, se faire des cures régulièrement dans l'année de magnésium, 1 à 2 mois, peut être vraiment très intéressant aussi dans la gestion des troubles hormonaux. Alors, un nutriment qui est très intéressant dans le cadre du symptôme prémenstruel, c'est l'acide gamma-linolénique qui est présent dans les huiles d'onagre et de bourrage. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc, ces huiles, surtout l'huile d'onagre, permet de maintenir l'hydratation, être anti-inflammatoire. Et des fois, juste l'huile d'onagre va permettre de réguler la production hormonale dans le cycle. Donc, c'est vraiment intéressant à tester. L'huile de krill, qui apporte des phospholipides sous forme de DHA, est intéressante à la fois pour son côté anti-inflammatoire, mais aussi pour tout ce qui est manifestation physique et émotionnelle. Là aussi, des complémentations ponctuelles, il ne s'agit pas de prendre ça toute l'année, de manière ponctuelle, peut donner un petit coup de pouce à un moment donné. Ensuite, au niveau du système digestif, vous vous souvenez, je vous avais expliqué, le foie, le système digestif sont 2 organes qui doivent vraiment bien fonctionner pour à la fois améliorer la synthèse des hormones féminines, mais aussi améliorer la dégradation de ces hormones. Donc, il faut que tout ce petit monde-là fonctionne correctement, le foie et les intestins particulièrement, d'où l'intérêt de consommer de temps en temps des probiotiques, et puis de faire un petit nettoyage et un petit soutien du foie. Donc pour ça, on a par exemple le produit Cyrasil, très connu des personnes adeptes du laboratoire Soria, et pour cause, donc qui contient du radis noir, de l'artichaut pour la détox, et puis le chardon-marie pour son côté régénérateur du foie. Au niveau complémentation, donc là, pour contrecarrer l'hyperœstrogénie qui va se produire juste avant les règles, on peut aller sur des plantes qu'on appelle progestérone-like, qui sont des plantes qui en fait vont se comporter un petit peu comme de la progestérone. Donc on a l'alchémie, l'achillée millefeuille, le gâtillier. Donc vous voyez que bon là ce sont des propriétés pour lesquelles on indique ces plantes.
mais elles ont toutes une action progestérone-like. On va dire que la plus polyvalente en progestérone-like, c'est quand même le gâtillier. C'est à retenir. C'est une plante dont on pourra parler aussi en phase de périménopause. Des plantes anti-inflammatoires, la plus connue étant le curcuma. C'est un anti-inflammatoire qui est très polyvalent. Donc là, je vous ai simplement mis les précautions d'utilisation du curcuma, notamment faire attention en cas de calcul biliaire ou de prise concomitante d'anticoagulants. Au niveau plantes anti-inflammatoires, alors on a aussi le souci, plus connu aussi sous le nom de calendula, qui a aussi, à ce titre, un rôle très intéressant puisqu'il est œstrogène-like. Donc, de prendre simplement le souci peut là aussi aider à simplement réguler le cycle. C'est à tester. Hein, il y a certaines personnes qui réagissent très bien à la prise unique de souci. Le souci est à prendre avec précaution, donc bien sûr, hein, si grossesse, mais aussi en cas de problème du foie. Hein, donc ça, c'est à voir avec votre praticien de santé. En gémothérapie, donc il y a vraiment une plante qui est particulièrement intéressante, c'est le framboisier parce que c'est un régulateur hormonal. Il ne va pas plus stimuler les oestrogènes ou la progestérone, mais il va en fait réguler la production hormonale, réguler donc le cycle. Là aussi, des fois, simplement la gémothérapie de framboisier suffit pour réguler. Ce sont là aussi des choses qui sont à tester. Ou en tout cas à voir avec votre praticien de santé en fonction de votre propre profil. En aromathérapie, on a principalement la sauge clarée, donc à manipuler avec précaution pour les personnes qui ont des antécédents de cancer hormonodépendant. On peut aussi utiliser l'ylang-ylang ou bien la mandarine verte, qui sont aussi des plantes qu'on peut conseiller en cas de syndrome prémenstruel en massage cette fois-ci, hein, alors que la sauge clarée, on peut vraiment la prendre par voie orale. Alors, les laboratoires Soria ont un complexe que je ne peux que conseiller parce qu'il est hyper polyvalent. Il contient, vous allez voir, de nombreuses plantes qui permettent en fait de couvrir un large spectre de tout ce qui est symptômes prémenstruels. Ça va des règles douloureuses aux hémorragies, aux règles irrégulières, à l'aménorrhée. Enfin, c'est vraiment un produit que je conseille parce qu'il est hyper polyvalent. Donc, en gros, on est sûr de ne pas se tromper quand on le conseille. Alors, quelles sont les plantes qui sont incluses dans ce complexe? Donc, on a l'Artemisia vulgaris, qui est connue aussi sous le nom d'armoise commune ou de citronnelle. Alors, ce n'est pas la citronnelle classique que l'on connaît, hein, mais c'est bien l'Artemisia. Ensuite, on a le souci, dont on a déjà parlé un petit peu avant. Il y a de la sauge, qui a une action œstrogène-like. De l'achillée millefeuille, vous vous souvenez, là aussi, on en a déjà parlé. Et du cyprès, du cyprès, qui lui va avoir une action sur la vasoconstriction, donc la congestion, et qui a également une action intéressante puisqu'elle est antispasmodique, donc pour tout ce qui est spasme douloureux. Et cette fois-ci, de l'huile essentielle de thym qui va travailler sur les douleurs et qui est anti-inflammatoire. Ah oui, et puis j'ai oublié, à chaque fois j'oublie les cofacteurs. Hein. C'est vrai que le zinc, le cuivre sont deux micronutriments qui sont primordiaux dans le fonctionnement hormonal. Donc là, on les apporte pour prévenir une éventuelle carence en zinc et en cuivre. Précautions d'utilisation pour ce complexe, donc notamment les ulcères gastriques et duodénales. Et puis vous voyez les autres. Alors c'est vrai qu'on ne le conseille pas trop dans les antécédents personnels de cancer hormonodépendant. De par la présence de sauge notamment, que l'on ne conseille pas dans ces cas-là. Un autre complexe chez Soria que je peux conseiller, c'est le Vénazor, qui travaille sur les problématiques de jambes lourdes, d'œdème, hémorroïdes, enfin tout ce qui est insuffisance veineuse et lymphatique, qui peut vraiment apporter un vrai soulagement en phase prémenstruelle, avec les plantes suivantes que vous voyez, cyprès, fragon, marron d'Inde, achillée millefeuille une fois de plus, et de la sauge. Là aussi, ce sont des choses qui ne sont pas forcément à prendre tout le long du cycle, sauf en été, alors enfin en vraiment été, pas en été comme actuellement, mais quand il fait très chaud, c'est quelque chose qu'on peut prendre pour se soulager durant l'été. Et donc, ça va forcément agir en phase de syndrome prémenstruel. Mais sinon, le reste de l'année, il n'est pas nécessaire de le prendre tout au long du cycle.
Voilà pour le syndrome prémenstruel. Je suis désolée, je suis bien consciente que je vais très vite, mais je voudrais quand même terminer cette présentation de manière à ce qu'il y ait quand même un petit peu de place pour les questions. Donc, on va maintenant aborder la ménopause et la périménopause. Alors, la ménopause, qu'est-ce que c'est? C'est communément ce que l'on appelle comme l'arrêt définitif des règles depuis plus d'1 an. Donc, c'est un phénomène qui se produit malheureusement sur plusieurs années. Je dis malheureusement pour les personnes qui en souffrent, puisque ça peut vraiment durer, ça peut aller jusqu'à 4 ans, 5 ans, voire même j'ai des personnes des fois qui en souffrent pendant une dizaine d'années. Donc, on appelle ça la périménopause. Donc, la périménopause, en fait, ça comprend la préménopause et puis la ménopause avérée, c'est-à-dire l'arrêt définitif des règles plus 1 an. Donc, avant 45 ans, on dit que la ménopause est plutôt précoce. Après 52 ans, qu'elle est plutôt tardive. Là, c'est vraiment des moyennes. Donc, vous avez bien compris que la moyenne, c'est entre 48 et 52 ans. Après, les moyennes restent des moyennes. Ce n'est pas très important pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, en ménopause, là, par contre, c'est beaucoup plus intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Donc, en préménopause, ce qui se passe, c'est que les ovaires répondent moins bien aux stimulations hypophysaires. Vous vous souvenez, la LH, la FSH. Et donc, du coup, en fait, les œstrogènes et la progestérone ne vont plus du tout être sécrétés de manière très harmonieuse comme ça pouvait être le cas avant. Alors, c'est vrai que là, en terminologie, sur le schéma, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Préménopause, périménopause, postménopause. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le cycle fonctionne bien, c'est plutôt le graphique à gauche. Et puis, quand ça commence à partir un petit peu en vrille, c'est plutôt celui du milieu. Et donc, vous voyez qu'il y a un fonctionnement très anarchique des hormones qui peut complètement perturber la femme qui les subit. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on a une chute progressive de la progestérone avec une persistance de la sécrétion des œstrogènes. Globalement, ça se traduit le plus communément comment? C'est un espacement des règles avec éventuellement des règles très abondantes, même en dehors du cycle supposé, avec un ventre gonflé, ballonné, avec des phénomènes de constipation de manière tout à fait anarchique. On peut aussi souffrir d'instabilité d'humeur, de maux de tête, de tension mammaire, des choses qu'on a déjà vues précédemment, chute de la libido et des bouffées de chaleur, principalement la nuit. Voilà, donc pour toutes les joyeusetés connues et les plus courantes, puisqu'il y en a d'autres, de la périménopause. Donc, la ménopause avérée, en fait, c'est en gros le fonctionnement des ovaires qui s'arrête complètement, les hormones qui s'effondrent. Donc, comme je vous disais, l'âge moyen en France est à peu près de 51 ans. Donc, les symptômes, on en a déjà parlé, vous les voyez, ils sont repris par ce schéma. Donc, les règles qui s'arrêtent pendant 1 an et plus, des bouffées de chaleur, la sécheresse vaginale et cutanée, un état dépressif, une baisse de la libido, de la fatigue, des problèmes de sommeil, des problèmes de poids, un risque accru d'ostéoporose, puisqu'il n'y a plus d'œstrogène, et un risque cardiovasculaire accru. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Car heureusement, on peut faire quelque chose. Alors, déjà, bouffée de chaleur, en fait, moi, c'est la principale cause de consultation en ce qui concerne la ménopause. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis en première intention contre les bouffées de chaleur, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, vous vous souvenez, il y a l'histoire des épices. Bon, ça semble un peu logique, mais en gros, ça veut dire réduire tout ce qui est excitant. Donc, les épices, le café, l'alcool, le tabac. Réduire au maximum sa consommation de ces produits-là. Ensuite, maîtriser son stress. Alors, le plus simple contre les bouffées de chaleur, c'est quoi? Pratiquer une respiration, alors celle qui vous convient, mais je trouve que la respiration lente et profonde, celle qu'on pratique dans le ventre, et pas dans le torse, mais c'est vraiment dans le ventre, c'est un moyen le plus simple pour maîtriser son stress. Surtout à chaque émotion, puisque je pense que pour les personnes qui en souffrent, vous l'avez peut-être remarqué, les bouffées de chaleur surviennent de manière plus importante quand on a des émotions fortes. Donc, travailler sur cette respiration peut être très intéressant. Porter des vêtements amples avec des fibres naturelles peut là aussi aider, notamment pour limiter la congestion qui va favoriser les bouffées de chaleur. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre?
Donc là, je sors en fait des bouffées de chaleur et je reviens sur tous les symptômes qui peuvent apparaître à la périménopause. Pratiquer un exercice physique régulier, je suis désolée, je reviens tout le temps avec ça, mais malheureusement, c'est quand même un bon moyen d'évacuer le stress et d'évacuer ces toxines. Donc, c'est vraiment recommandé. Le régime méditerranéen, je ne peux que le recommander là aussi pour ses vertus anti-inflammatoires. Il apporte vraiment tous les nutriments nécessaires. Honnêtement, je ne peux que le recommander. Donc, régime méditerranéen, un petit rappel, on limite la consommation de viande rouge. On va être plutôt sur des volailles, des poissons, des œufs, tout ce qui est légumineuse en quantité importante, céréales complètes, des fruits et des légumes, surtout des légumes, des oméga 3 apportés par les noix, les graines, les bonnes huiles, peu de laitage et des laitages principalement à base de brebis, de lait de brebis et de lait de chèvre. Voilà le principe, ça, c'est pas sorcier. On peut quand même avoir beaucoup de variétés avec un régime de ce type-là. Donc, je ne peux que vous recommander de le mettre en œuvre de manière tout à fait régulière. Alors, j'anticipe la remarque, oui, mais tu n'as pas parlé du vin. Donc, effectivement, dans le régime méditerranéen, on recommande la consommation de vin rouge en milieu de repas et plutôt le midi. Pour les femmes, c'est plutôt un verre par jour maximum. Alors, pourquoi ça n'avance plus? Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est apporter des phytoœstrogènes dans son alimentation. Je vais y venir juste après. En complémentation, alors je reviens avec mes huiles d'onagre et de bourrache parce que, vous vous souvenez, elles sont fortement anti-inflammatoires et elles contribuent à l'hydratation des muqueuses. Alors là, du coup, si c'est pour un problème de sécheresse, j'encouragerais plutôt à consommer de l'huile de bourrache que de l'huile d'onagre, même si l'huile d'onagre fera aussi le job. Donc, ce qui est intéressant, c'est que donc elles sont efficaces toutes les deux pour à la fois le symptôme prémenstruel et la préménopause ou la périménopause. Complémentation sous forme d'oméga 3, surtout si les oméga 3 manquent dans l'alimentation, si vous n'en consommez pas suffisamment, pour le côté anti-inflammatoire. Alors, un complexe d'antioxydants peut être intéressant. Vous voyez tous les impacts que peut avoir le stress oxydant sur le corps humain et notamment impact négatif sur la ménopause, sur l'ostéoporose. Donc, on peut soit avoir une alimentation colorée, tout simplement, qui va permettre d'apporter un maximum d'antioxydants, soit apporter des antioxydants. Alors, je vous en ai mis quelques exemples. Après, il existe des complexes d'antioxydants à voir là aussi avec votre praticien de santé, ce qui sera le plus approprié pour vous. Alors, un petit mot sur les phytoœstrogènes. Donc, vous comprenez, phytoœstrogènes, hein, ce sont les œstrogènes qui sont apportés par les plantes, ou en tout cas par les produits, oui, on va dire ça, produits à base de plantes. Donc, les phytoœstrogènes, finalement, ils ont plein de propriétés intéressantes en phase de périménopause et de ménopause avérée. Vous voyez, en fait, c'est finalement toutes les choses qui apparaissent à cause d'une carence en œstrogènes. Il faut savoir que ces phytoœstrogènes seront d'autant plus efficaces si votre flore intestinale est de bonne qualité. Donc, vérifiez ça avec votre praticien de santé. Il peut être utile de complémenter de temps en temps par des produits qui amélioreront la qualité de votre flore intestinale. Source alimentaire de phytoœstrogènes. Alors, bien sûr, tous les produits à base de soja et dérivés. Alors, moi, j'encourage la consommation de ces produits surtout sous une forme autre que liquide, c'est-à-dire la boisson végétale de soja et pas forcément celle que je vais recommander le plus. Il vaut mieux consommer du soja sous forme de produits fermentés, donc du tofu lacto-fermenté par exemple, sous forme de yaourts végétaux ou sous forme de tofu classique, plutôt que sous forme de lait, pour des raisons d'action des phytoœstrogènes. Hein. Je pense que certaines personnes ont déjà entendu parler du fait que les phytoœstrogènes pouvaient encourager les cancers hormonodépendants. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas consensus en la matière, il n'y a plus consensus en la matière aujourd'hui. Il y a des études qui montrent le contraire. Donc, en l'absence on va dire de consensus, je conseille vraiment de consommer des produits qui ne sont pas liquides à base de fèves de soja et de consommer plutôt
tous les autres, et notamment le soja, le tofu lacto-fermenté, qui est un excellent produit. Donc, vous voyez qu'on trouve ça également, par exemple, dans les lentilles, le soja, les phytoestrogènes, dans l'avoine, dans les pousses d'alfalfa, ce qui sont quelques exemples. Donc là, je viens d'en parler. Donc la sauge, on en a déjà parlé aussi, les phytoestrogènes présents dans la sauge. Alors la sauge, elle va être particulièrement indiquée quand on souffre de sueur nocturne. Ça peut être vraiment intéressant. Autre plante qui contient des phytoestrogènes, le trèfle rouge, qui va être assez polyvalent dans le traitement des symptômes de la ménopause. Et également lactea grappe noire qui contient aussi des phytoestrogènes. Donc, j'en parle en page suivante. Voilà, quelques autres petites plantes intéressantes. Le lin, c'est vrai que sur la page précédente, on peut aussi amener par l'intermédiaire de l'huile de lin ou des graines de lin des phytoestrogènes de manière très très simple. Le houblon, donc le houblon pas présent suffisamment dans la bière, désolée, mais j'ai mis quand même une petite illustration. Il faudrait consommer beaucoup de bière déjà pour bénéficier de ses propriétés. Alors, les laboratoires Soria proposent un produit qui s'appelle Ménorégular, qui contient cette fameuse Actea grappe noire, donc Simitifuge racemosa, qui va être très polyvalente sur les symptômes de la ménopause, et notamment, donc vous voyez, ces bouffées de chaleur, les problèmes d'irritabilité, les problèmes de migraine ou d'insomnie. Alors, il faut savoir que cette plante, en plus, elle a plein d'autres propriétés qui peuvent nous intéresser. Elle est anti-inflammatoire, elle va être diurétique, antispasmodique, sédative. Elle est aussi efficace pour le syndrome prémenstruel, donc pourquoi pas à tester, notamment pour les personnes qui ont des règles très abondantes. Alors, vous voyez qu'il y a un certain nombre de précautions d'utilisation pour ce complexe, donc à vérifier là aussi avant de prendre ce produit. Une autre plante intéressante, vous vous souvenez, j'ai parlé de l'alfalfa, donc les fameuses petites pousses là qu'on voit, qui sont très très jolies, qu'on voit des fois dans les salades ou dans des sandwichs. On peut le prendre de manière très concentrée dans des gélules sous forme déshydratée. Donc c'est la luzerne, finalement, ce n'est rien d'autre que la luzerne. Elle a une action phytoestrogénisante, notamment sur les bouffées de chaleur. Alors elle a également un rôle anti-inflammatoire, antioxydant. Elle est très intéressante également pour les personnes qui souffrent d'acidose. Donc, c'est un rééquilibrant de l'équilibre acido-basique. Et comme elle est très fortement reminéralisante, elle est très riche en vitamines, minéraux et protéines, elle va aussi avoir une action sur l'ostéoporose. Donc là, toujours pareil, il faut voir avec votre praticien de santé, en fonction de vos propres problèmes, quelle est la plante la plus adaptée. Donc là, c'est un gros flacon qui permet de faire une cure de 80 jours parce que, notamment dans les cas de déminéralisation et de déséquilibre acido-basique, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc, il faut faire une cure reminéralisante sur pratiquement 3 mois. Au niveau complémentation, donc en cas de problème de foie ou de problème digestif d'une manière générale, du système digestif, on peut recommander donc le Cirasil ou le Drénazor, qui sont deux complexes qui vont bien travailler à la fois sur la détox mais aussi sur le drainage, afin que le système digestif fonctionne le mieux possible. En cas de palpitations nocturnes en lien avec des bouffées de chaleur, alors là, on a une plante qui est vraiment très intéressante dans ce cas-là, c'est l'aubépine. Et puis, vous vous souvenez, j'avais parlé du Vénazor dans le cas de la circulation. Donc là, c'est pareil. En cas de problème problème de rétention d'eau ou de jambes lourdes, on va pouvoir utiliser ce complexe. En gémothérapie, alors vous vous souvenez, j'avais parlé du framboisier dans le syndrome prémenstruel. On peut aussi tabler sur l'érel dans le cas de la périménopause, qui marchera peut-être mieux que le framboisier. Là, c'est toujours à tester ou à voir avec votre praticien de santé. En aromathérapie, on reste aussi sur la sauge sclarée. Et si on veut un traitement sans phytoestrogène, alors, on va pouvoir s'appuyer plutôt sur de l'hélicryse, du citron et du palmarosa, un petit mélange que vous pourrez faire en vous massant sur les surrénales 3 semaines et pas 3 selles sur 4. Les surrénales, donc en fait, en gros, c'est au niveau des reins, c'est le plus simple.
Quelques fleurs de bac qui pourraient être intéressants pour la gestion des émotions. Donc là, je vous ai mis quelques exemples et on va dire les émotions qu'elles vont transformer de manière positive. Je vous laisserai en reprendre connaissance si vous n'avez pas le temps de tout noter. Et j'en ai terminé, donc il est 13h32. Voilà, j'ai essayé de faire vraiment au plus vite. Je suis désolée pour le rythme marathonien de ce webinaire, on ne se refait pas. Mais je voulais aussi laisser quand même quelques minutes aux questions. Alors bien entendu, des questions pas trop compliquées et des questions pas trop personnelles, évidemment. Mais Françoise et moi sommes à votre disposition pour répondre à vos questions, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires surtout et auxquelles je pourrais répondre en live. C'est quand même plus facile que de répondre ensuite par mail, même si bien entendu, vous pourrez toujours nous envoyer des mails par la suite. Alors, merci pour cette superbe explication. Même moi, ça m'a fait beaucoup de rappels. Ça fait des petits rappels. Ah ouais, on n'est pas du tout au quotidien sur ces sujets-là, donc c'est toujours important de revoir pourquoi ça fonctionne comme ça. Et après, c'est vrai que ça paraît évident de savoir comment on peut, pas traiter, mais complémenter. Alors, il y a une question qui est: quelles sont les conséquences pour la santé des jeunes femmes, trentenaires par exemple, de l'irrégularité des règles, voire de leur absence pendant plusieurs mois consécutifs? Alors, il n'y a pas de conséquences, on va dire, vitales de l'irrégularité, voire de l'absence des règles. Alors, déjà, vous avez conscience qu'il y a des pilules ou des stérilets qui suppriment complètement les règles. Donc, s'il y avait un problème vital, évidemment, ça se saurait. Moi, mon avis en tant que naturopathe, je vais vous donner cet avis-là, en tout cas pour l'absence des règles. C'est que le vagin, ou l'utérus au choix, en naturopathie, est considéré comme le 6e organe d'élimination. Il est naturel d'avoir une élimination de l'endomètre tous les mois, et donc de ne pas avoir cette élimination est quelque part contre nature. Voilà. Donc ça, c'est pour l'absence de règles. En ce qui concerne l'irrégularité des règles, je dirais à partir du moment où ce n'est pas gênant au quotidien, pas de problème. À partir du moment où on commence à avoir d'autres symptômes, évidemment, là, ça peut être un problème. C'est-à-dire que l'irrégularité des règles peut vraiment être causée par un dysfonctionnement hormonal, voire une pathologie. Et dans ce cas-là, il convient d'être quand même attentif et peut-être de faire une exploration pour vérifier qu'il n'y a rien d'autre. Voilà. Mais en soi, ce n'est pas un problème. Il y a une autre question, c'est comment savoir si on est en préménopause lorsqu'on est sous pilule? Alors, bonne question. Je ne suis pas gynéco, mais il me semble qu'on peut faire un dosage hormonal même en étant sous pilule et on a tout de suite la vision, est-ce qu'on est en ménopause ou pas. Oui, tout à fait. C'est ce que j'aurais répondu également. Je n'ai pas d'autres questions pour… Ah si, la gémothérapie est-elle contre-indiquée en cas d'engorgement du foie du fait de la présence de l'alcool? Alors, c'est une très bonne question. Merci. Il faut savoir que c'est très léger. Hein. Non, alors c'est très léger en fait. Hein. On peut même, dans l'absolu, en donner aux enfants. Alors, on dit toujours c'est contre-indiqué, mais vous savez que les mentions qui sont apposées sur les produits sont toujours des mentions ceinture, bretelle, parachute. Hein. C'est vraiment ça. Et tu ne vas pas me contredire, Françoise, hein, toutes les mentions qu'on est obligé de mettre sur les produits. Donc, disons que rien n'empêche d'accompagner la gémothérapie avec un soutien au niveau du foie pour justement ne pas accentuer s'il y a une petite problématique hépatique. Mais bien sûr qu'on est en gémothérapie sur de l'alcool assez fort, donc l'accompagner voilà, par un soutien de détox hépatique ou de régénération ou de protection au niveau du foie avec du chardon-marie ou du desmodium, du coup, ne rendra pas la gémothérapie problématique et au contraire, si on est sous framboisier ou RL, ça fonctionnera très très bien.
On est dans la gestion, comme on le dit actuellement, bénéfice-risque. Et donc, pas de souci, en tout cas, voilà, on accompagne avec d'autres choses. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Voilà, si vous avez tous posé vos questions, je vous propose qu'on en reste là. Je vous souhaite encore une très belle journée. Je remercie vivement Anne-Lise parce que c'était extrêmement intéressant de revoir notre fonctionnement féminin au niveau des hormones. Et voilà, je vous propose à tous de le regarder en replay parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'informations. Oui. Et le replay sera visible sur YouTube, sur la chaîne Soriavi, d'ici jeudi ou vendredi. Si vous allez sur la chaîne Soriavi, vous pourrez le découvrir. Enfin, ou plutôt le redécouvrir. Je vous souhaite à tous une excellente journée encore. Et Bonne journée. petite pause pour Anne-Lise et Anne-Dominique qui sont assidus pour nous faire ces webinaires, et nous recommencerons nos webinaires en septembre. Profitez de l'été pour regarder tous les webinaires que vous n'avez pas encore eu l'occasion de consulter. Voilà. Une interro à la rentrée. Et à la rentrée. Bel été à tous. Voilà, Au revoir. à la rentrée. Au revoir. Merci, au revoir.